On m'a dit, tu ne sais rien du désert si tu n'y as pas passé une nuit entière. Pourquoi une nuit et pas deux? Il faut laisser la place à l'effet de choc et de surprise. Il faut y réfléchir, penser le sable comme si on devait composer avec un élément étranger et capricieux. Le désert. Que de fantasmes viennent s'y perdre. Plus on en est loin, plus on pense qu'il est la solution à nos problèmes. Pas de voisins, pas de bruit, pas de pollution, pas de pluie, pas d'intrus. L'air pur et le ciel bleu. Les dromadaires et leur nonchalance. Les guides et leur caractère sec. L'impression forte et violente que tout est possible, que le mystère est un miroir brisé et que le secret est une jarre d'eau endormie. C'est là qu'en principe on atteint le fond de la jarre. Alors on se met à marcher mentalement dans ces espaces où la terre molle nous force à rééquilibrer nos mauvaises habitudes. On marche et on s'imagine qu'on a soif. On voit une gazelle sortie de derrière les dunes nous faire miroiter une eau fraîche et probablement magique. On s'arrête et on essuie du revers de la main la sueur qui perle sur le front. Le désert, le vrai, celui dont on a tant rêvé n'est pas loin. Il est au bout du couloir, de l'autre côté de la rue, juste après le rond-point qui énerve les automobilistes parce qu'il ne sert à rien. Mais il faut encore marcher, fermer les yeux et plonger dans la nuit froide de l'ennui. Il faut oser aller plus loin, abandonner une à une les idées toutes faites, déposées dans un coin par les touristes d'un Occident nostalgique de l'époque où Laurence d'Arabie était l'étoile errante du désert des Arabes. Le désert est un thème qui normalement fait rêver. Mais pourquoi les Bédouins disent qu'ils ne rêvent pas? Nés dans les sables, ayant dans les yeux pour la vie le même horizon, ils se taisent, choisissent de faire du silence une demeure invisible. Et puis une lumière brève et crue nous réveille. Le désert est possible. Ce fut ainsi que je m'étais préparé pour passer une nuit avec Ava, entre les dunes, à plus de 200 kilomètres de Ouarzazate. Dormir et faire l'amour. Autant avoir des projets à la hauteur de l'impossible. Ce n'était pas un rêve, mais un désir, une volonté qui avait mûri en moi depuis des années. Mes nuits étaient douces parce que son visage passait entre deux images éteintes. Elle tournait un film dans les studios de cette ville sous la direction de Martin Scorsese. J'avais rencontré une fois Martin à New York, puis à Marrakech. Il parlait tellement vite que je cherchais les sous-titres au niveau de la ceinture du pantalon. Je lui avais dit en un anglais pathétique que j'étais amoureux d'une de ses actrices. Il m'avait répondu: oui, comme tout le monde, tu n'es pas le seul. Non, pas comme tout le monde, mais comme moi, amoureux et certain qu'on n'aime pas avec cette force sans que cela aboutisse un jour. Il avait souri, puis prononcé une longue phrase où il était question de destin et de hasard. Ne me demandez-vous pas qui était Ava? On la surnommait l'inaccessible. Mon excitation se traduisit par l'éruption de petits boutons rouges sur le front. Ce n'était pas beau. J'étalai de la pommade Cicabio 50+, sur les rougeurs qui disparaissaient assez vite. Mabrouk, mon guide et ami, passa me chercher très tôt le matin dans le petit hôtel sans le moindre confort et me dit: Madame vous attend au café Renaissance. Au Maroc, il y eut une époque où on donnait des noms invraisemblables à des cafés, des restaurants souvent minables. Mon hôtel s'appelait l'Indépendance et le restaurant à côté, un boui-boui infect, se nommait Royal.
Mabrouk était métisse, noir de peau, mais avec des traits assez fins. Cheveux bouclés, yeux clairs, il était malin, très malin. Il me disait: pour trouver son chemin dans ce pays, il faut savoir réussir les virages et dire toujours oui, tout en pensant non. Je lui dis que notre malheur venait de ce genre d'attitude, qu'il valait mieux dire non quand on pensait non. Il me répondit qu'on n'était pas dans les pays nordiques. Ava était belle, énigmatique et simplement fatale. En tout cas, c'était toujours le rôle qu'on lui faisait jouer. Grande de taille, mince, longue chevelure brune, regard brûlant, un grain de beauté sur le cou, des lèvres charnues d'un rouge vif, elle parlait peu. Elle se faisait mystérieuse, et elle l'était vraiment. Je m'étais souvent demandé pourquoi elle avait accepté mon invitation à aller dans le désert. Elle m'avait dit: dès que Martin me le permet, je vous rejoins. Je lui ai dit: comment et pourquoi vous faites confiance à un inconnu, un type pauvre et déprimé? Justement, me répondit-elle, mon tempérament a besoin de ce genre d'homme en une certaine période de l'année. J'aime les dépressifs. Je leur fais du bien, je les soigne, et puis jamais un homme ne m'a proposé une nuit dans le désert. C'est tentant. Ces mots m'enchantèrent. Même Mabrouk, qui d'habitude était assez discret et poli, se permit de me dire: qu'elle est belle! Comment as-tu fait pour la séduire? Rien. J'étais allé faire un article sur le tournage du film et j'avais organisé un entretien avec Martin Scorsese. Elle s'était jointe à nous et m'avait demandé ce qu'il y avait à visiter dans le coin. Le désert, rien que le désert, de préférence la nuit. Une nuit dans le désert vaut mieux que 10 nuits dans le meilleur palace de Paris ou de New York. Vous m'y emmenez? Sans hésiter une seconde, et tout en regardant Martin qui, surpris, avait l'air inquiet, je lui répondis: oui, après-demain, d'autant plus que ce sera la pleine lune. Ce n'était pas vrai. J'invoquais la pleine lune parce que cela faisait bien et insinuait une part d'imprévu. Après l'interview, Martin Scorsese me dit: attention, vous me la rendez entière après-demain. Le tournage n'est pas terminé et il a encore quelques scènes importantes à faire. Faites attention, Il fit des gestes avec le doigt qui montait et descendait. Je sus alors qu'elle devait être d'une humeur changeante. Mais j'étais content de partir avec la plus belle femme du cinéma américain, passer une nuit dans le désert marocain. Content et pas très rassuré. Mes boutons avaient disparu, mais je transpirais trop. Mabrouk était impressionné. Il conduisit en silence. De temps en temps, il observait Ava dans le rétroviseur et me lançait des regards envieux. La Jeep roulait à toute vitesse dans le sable. L'horizon n'avait rien de particulier. Je ne savais pas comment Mabrouk faisait, mais à certains moments il mettait le clignotant à gauche et tournait à droite. Rien n'indiquait le sens de la route. Pas de panneau, pas de signalisation, mais lui savait où tourner. Un mystère. Après 3 heures de piste, il s'arrêta entre 2 immenses dunes et nous dit: c'est ici. Nous étions en plein désert, pas de doute, l'air sec, le ciel d'un bleu limpide et surtout le silence, le grand silence. Ava s'approcha de moi et posa son bras sur mon épaule. J'eus comme un frisson. Après un long moment où elle resta concentrée, elle me dit: c'est bruyant, très bruyant. Mabrouk intervint: c'est vivant, c'est plein de vie. Ah, le bruit et la vie, ce n'est pas la même chose. Il se tourna vers moi et me demanda de lui expliquer que les gens de la maison se réveillent la nuit.
C'est qui ces gens? Enfin, tu sais bien, les gens qui habitent dans le sous-sol, dans les puits secs, dans les cavernes souterraines, enfin, tu les connais, tu es aussi marocain que moi. Je me tournai vers Ava et lui parlai de quelques superstitions populaires que cultivent à dessein les Marocains. Elle me dit: Vous voulez parler des djinns? Oui, ils sortent la nuit. Pas de problème. Chez moi, à Albuquerque, ils sortent à midi quand la température dépasse les 40 degrés. Ils ne sont pas méchants. Silence un peu embarrassé. Mabrouk était en train de s'activer pour planter la tente et préparer le dîner. Ava me demanda de l'emmener faire un tour. Faire un tour dans un paysage uniforme et plein de secrets et de questions. Marcher, s'éloigner, ne pas avoir d'objectif précis, ne pas perdre de vue l'horizon qui prenait des couleurs avec le soleil qui s'en approchait. Elle me prit le bras, se déchaussa et se mit à courir en m'entraînant derrière elle. J'étais content comme un enfant. Je me sentais transparent et je la voyais comme une étoile me tendant les mains. Je devais la rejoindre, aller haut dans le ciel et tomber ensuite dans le sable. Elle courait en sautillant comme une gazelle. Gracile et légère, elle se transformait au fur et à mesure que nous avancions dans le désert. L'horizon montait légèrement vers le soleil. Il était rouge et or. Le bleu du ciel devenait plus foncé. La nuit n'allait pas tarder à descendre et à nous envelopper. La lune presque pleine brillait et nous illuminait. Je savais qu'elle avait de l'influence sur notre humeur. Elle était sans doute notre complice, du moins je l'espérais, je le voulais ardemment. Il fallait rebrousser chemin et retrouver le bivouac préparé par Mabrouk. Nous nous étions perdus. Quel bonheur! Plus nous marchions, plus nous perdions de vue notre point de départ. On aurait dit qu'il n'avait jamais existé, que nous nous étions trouvés là par hasard ou par magie. Elle me dit en souriant: La nuit est à nous, profitons-en. Quand une femme vous dit ces mots, ou bien vous vous envolez comme une feuille de papier, ou bien vous faites semblant de n'avoir rien compris. Il ne fallait plus raisonner, ni la contrarier, il valait mieux s'abandonner et laisser le désert faire son travail, laisser le désir trouver son chemin. Elle eut froid, moi aussi, mais je ne le montrai pas. Elle se serra contre moi et me dit: Raconte-moi une histoire. Au moment où j'allais parler, elle mit sa main glacée sur ma bouche et m'attira vers elle. Nous nous couchâmes sur le sable, sa tête enfouie dans le creux de mon épaule, tout son corps collé au mien. J'eus une érection qui dépassait toutes mes espérances. Jamais de ma vie je n'ai retrouvé un tel désir et une telle force. C'était l'effet du désert et de sa nuit, l'effet de l'inconnu et de l'audace d'une femme qui avait terriblement envie de vivre une expérience hors du commun. La lune agissait sur nous comme un aimant, multipliant notre désir. Une musique lointaine nous parvenait, accompagnée des effluves d'un parfum qui devait être de l'ambre ancien. Enivrés et fous, nos corps fusionnaient avec une harmonie tantôt douce, tantôt violente, pas de paroles, seul notre souffle. Cette nuit-là, j'ai promis de ne la raconter qu'à l'ange qui viendra un jour prendre mon âme. Ce fut Mabrouk qui nous réveilla tôt le matin. Il n'eut aucun mal à nous trouver. Il avait préparé un repas, nous lava les mains et les pieds et nous souhaita bon appétit. Il aurait tant aimé savoir ce qui s'était passé.
mais il n'était pas un ange, et ne le serait donc jamais, et vous non plus.